La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Je suis à nouveau cette semaine avec l'astrophysicien Jean-Luc Atteilla, qui est spécialiste de l'observation des phénomènes violents dans l'univers qu'on appelle les sursauts gamma. Et la semaine dernière, il nous a expliqué comment ces sursauts ont été découverts. C'est une anecdote assez intéressante. Et ce que sont ces sursauts gamma. En fait, il nous a d'abord dit que c'était très très loin dans l'univers. Donc on les voit très très loin dans le passé, pas très très longtemps après le Big Bang. Et que en tout cas certains sursauts gamma sont des étoiles, grosses étoiles, nettement plus grosses que le Soleil, en fin de vie. Donc elles s'effondrent, elles deviennent un trou noir et ça fait quelque chose d'extrêmement violent. Donc on va revenir un petit peu sur ce sujet et puis on va voir aussi qu'il y a d'autres, types de sursauts gamma et l'intérêt d'envoyer un satellite dans l'espace pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors Jean-Luc, d'abord, tu peux nous reparler de ces sursauts gamma qui sont des fins de vie d'étoiles et puis on va voir après qu'il y a d'autres types, de sursauts gamma? Oui, alors en fait, très rapidement dans cette période, où on n'avait que le signal gamma pour caractériser ces événements, on s'est aperçu qu'il y avait 2 classes de sursauts. Il y avait des sursauts qu'on appelait courts, qui duraient moins de 2 secondes et des sursauts qu'on appelait longs, qui duraient, typiquement 10, 20, 100 secondes, 300 secondes, enfin dans ces eaux-là. Et ce dont tu nous as parlé la semaine dernière, c'est les sursauts longs, c'est ça? Exactement. Ceux qui, la durée du sursaut correspond à peu près à la chute du noyau de l'étoile dans le trou noir. Mais les sursauts courts, ont des caractéristiques, gamma donc différentes. Ils sont courts, mais ils ont aussi des caractéristiques visibles différentes. C'est-à-dire quand on les observe avec un télescope, ils sont pas dans des régions de production d'étoiles, pas nécessairement dans des galaxies. Ils peuvent être à l'extérieur. Ils sont moins énergétiques et leur environnement est différent. Attends, excuse-moi de revenir avant d'aller plus à fond sur les sursauts courts. Ces sursauts longs, tu m'as dit tout à l'heure qu'en observant avec un télescope, on voit ce qu'on appelle une supernova, c'est-à-dire qu'on voit vraiment que c'est la fin de vie d'une étoile. Alors, en effet, tu feras un bon détective, j'ai oublié de parler de ça. J'ai parlé que de la des toutes premières heures, d'observation du sursaut gamma quand il est encore très brillant. Mais certains d'entre eux sont suffisamment proches pour que on puisse voir quelques jours après, donc c'est pas du tout, les mêmes échelles de temps, si quelques jours après, quand le sursaut gamma est assez proche, on voit l'émergence d'une supernova. Donc là, c'est l'étoile dans son ensemble qui s'est rendu compte qu'il s'est passé quelque chose dans son cœur et l'énergie dégagée dans le cœur de l'étoile va expulser toutes les couches extérieures et faire ce qu'on appelle une supernova, qui est un phénomène tout à fait connu. Et c'est ça qui nous a permis d'associer définitivement les sursauts longs, aux explosions de grosses étoiles. Si je peux faire une petite parenthèse, c'est dans ces explosions que se forment beaucoup des éléments chimiques dont nous sommes faits actuellement. Oui, tout à fait. Donc c'est le moyen, la supernova est le moyen de redistribuer dans le milieu interstellaire tous ces éléments qui sont créés et c'est très important effectivement pour les planètes et pour les personnes qui vivent dessus. Et alors revenons maintenant aux sursauts courts, donc qui étaient dont tu nous as dit, une énergie différente, un endroit différent et donc en les étudiant ces sursauts courts, on a une idée de ce que c'est? Alors on suspectait depuis, un certain temps, qu'il s'agissait, d'un phénomène complètement différent, c'est-à-dire 2 étoiles, 2 astres compacts comme des étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre et qui finissent par fusionner en dégageant, beaucoup d'énergie, en créant là aussi un trou noir. Donc un trou noir plus petit, un environnement beaucoup moins dense puisqu'il n'y a pas toute l'étoile autour et une énergie plus faible. Mais, ça n'a pas été, confirmé tout de suite. Il a fallu attendre 2017 cette fois-ci et la détection simultanée d'un sursaut gamma court
et d'une onde gravitationnelle qui a permis de révéler la caractéristique des deux objets qui ont fusionné. C'était effectivement une fusion de deux étoiles à neutrons. Donc comme les supernovas ont, disons, permis de définir les sursauts longs, cette détection d'ondes gravitationnelles a permis de solidifier l'origine des sursauts courts. On peut peut-être dire en 2 mots, on va pas parler des ondes gravitationnelles, mais dire en 2 mots qu'il y a depuis donc, je ne sais plus combien d'années, des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Italie, peut-être au Japon, non? Les Japonais, oui, sont en train de rentrer dans le circuit actuellement et dans les années à venir. Et effectivement, c'est depuis 2015, donc une dizaine d'années, comme tu l'as dit, que ces détecteurs sont opérationnels. Alors là, il s'agit d'instruments, disons, au sol, de bâtiments avec 2 bras perpendiculaires qui font plusieurs kilomètres de long et qui se mettent à vibrer. Enfin, c'est pas les bras, c'est ce qu'il y a dedans, hein, qui se met à vibrer et on peut détecter, je crois, des vibrations de l'ordre, sur 2 kilomètres, on peut 2, 3, 4 kilomètres, on peut détecter des vibrations de l'ordre d'une fraction d'épaisseur de cheveux, c'est ça? Oui, c'est même une fraction, d'épaisseur d'un atome, en fait. C'est vraiment extrêmement petit et donc oui, c'est parce qu'on a des lasers, la lumière fait plusieurs allers-retours et à la fin, on peut détecter des déplacements qui sont extrêmement faibles. Et tout ça nous paraît très, très lointain. On se dit: «Mais oui, d'accord, c'est un très grand feu d'artifice dans l'univers, mais en quoi est-ce que ça nous concerne?» Eh bien oui, ça nous concerne et on va vous dire pourquoi. C'est que dans ces explosions, il se produit des réactions nucléaires de très haute énergie et certains des éléments chimiques qui sont très importants pour nous sur la Terre proviennent d'explosions de ce genre qui ont eu lieu il y a très longtemps, avant la naissance du Soleil et de la Terre. Tu peux nous en dire un petit peu quelques mots, Jean-Luc? Oui, alors le phénomène le plus spectaculaire peut-être, c'est ce qui se passe dans les sursauts courts, où les étoiles à neutrons sont complètement, déchiquetées et détruites, quand elles, tombent dans le trou noir et du coup, ça crée des noyaux atomiques qui sont ce qu'on appelle très, très riches en neutrons et parmi ces noyaux atomiques, il y a un élément qui nous intéresse particulièrement, qui est l'or et donc une grande partie de l'or qu'on retrouve finalement sur Terre aurait été créée dans ces phénomènes-là. Eh bien, disons qu'on a observé ces sursauts gamma, des courts et des longs, mais on n'a pas tout compris loin de là. C'est pour ça qu'on continue à faire de la recherche et en particulier ce satellite. Donc maintenant, on va parler de ce satellite, SVOM, ce satellite franco-chinois. Donc tous les détails sur SVOM, on en parlera dans encore une 3e émission, la semaine prochaine. Mais en attendant, est-ce que tu peux nous dire, l'historique? Comment se fait-il qu'il y a eu un satellite franco-chinois? Alors comme je l'ai dit dans la première émission, le satellite, européen, qui s'appelait Bepo-SAX a été décisif en 97, donc à la fin des années, 90, pour révéler l'origine des différents types de sursauts gamma et donc ça a suscité un grand intérêt pour développer en Europe et aux États-Unis, des satellites qui vont suivre ces découvertes-là. Et en particulier, les États-Unis ont lancé un satellite qui s'appelle Swift et les Européens, en France, nous, on avait un projet au début des années 2000 de développer un satellite sur cette thématique-là. Ce projet a été proposé au CNES, il a été bien classé, donc il a été accepté et le CNES a commencé à chercher une possibilité d'emporter ce satellite dans l'espace. Et c'est là qu'il y a eu une relation avec les Chinois ou ça s'est pas fait tout de suite? Comment ça s'est passé? Alors, il a fallu attendre un certain temps parce que nous, on est intéressés par des orbites particulières dans lesquelles il y a moins de radiation et de particules de haute énergie que dans d'autres orbites. Et donc, ça n'est que en 2005 qu'un accord a été trouvé entre le CNES et justement les Chinois pour déposer des instruments français sur un satellite chinois qui était destiné à faire de l'astrophysique. Donc en fait, les instruments sont français, c'est le lanceur qui est chinois ou bien est-ce qu'il y a une collaboration un peu plus, comment dire, étroite?
Alors la collaboration est en fait très étroite. Les Chinois aiment beaucoup les collaborations symétriques. Donc il y a beaucoup de choses qui sont symétriques. On a 2 instruments chinois et 2 instruments français à bord du satellite. Et puis après, le lanceur est chinois, mais une grande partie du segment sol qui permet de récupérer les données est français. Et on a, pour le suivi automatique au sol, un télescope chinois et un télescope français, et cetera. Donc cette collaboration a mis du temps pour se mettre en place, mais elle a mis beaucoup de temps, une dizaine d'années, puisque le projet a été presque abandonné en 2011 et il a redémarré en 2014 et là, il a redémarré jusqu'au lancement qui a eu lieu en 2024. Et au départ, tu avais dit que ça avait été signé par Jacques Chirac et qui du côté chinois? Je me souviens plus qui était le président chinois à l'époque de Jacques Chirac. C'était avant Xi Jinping, c'est sûr. Ce qui est certain, c'est que c'est un accord de coopération spatiale qui a été signé, donc côté français, par Jacques Chirac, qui date de 1997. Donc c'est dans ce cadre-là qu'a pu être montée cette collaboration. Et puis après, il a fallu vraiment beaucoup d'efforts des 2 côtés pour mettre ça en place. Mais on est très, très content du résultat et on collabore très, très bien au niveau scientifique entre les Chinois et les Français. C'est un vrai succès à ce niveau-là, malgré des différences de culture, de langue, et cetera. Eh bien, tu vas nous reparler de ça la semaine prochaine parce qu'on arrive là à la fin de l'émission. Donc à la semaine prochaine, Jean-Luc, merci. À la semaine prochaine, Sylvie.